soir en compagnie de Rudy Reichstadt, pour une conférence dans le cadre des conférences du CRIF Marseille-Provence. Alors je suis désolée, excusez ma voix, donc vous avez tous compris que j'ai une petite bronchite qui sévit et qui me fatigue un peu, mais néanmoins, on va assurer ce débat, plutôt cet échange avec Rudy Reichstadt. Alors ce soir on se retrouve sur un thème, les réseaux sociaux à l'heure du complotisme. On a discuté avec Rudy. Alors Rudy, je l'ai connu en réalité en m'intéressant à son site, puisque vous êtes membre déjà de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès, de formation, je ne sais pas si on se vous voit ou on se tutoie. On se tutoie, hein, on se tutoyer. Tu es politologue de formation et tu animes le site Conspiracy Watch, qui est un site de référence sur l'analyse du conspirationnisme et des théories du complot que tu as fondé toi-même en 2007. Alors aujourd'hui, eh bien, il faut savoir quand même que ce site est un service de presse en ligne entièrement consacré à l'information sur le phénomène conspirationniste, le négationnisme et leurs manifestations actuelles. Alors on s'est beaucoup posé la question avec Rudy de savoir par quel biais et par quel bout on allait prendre ce thème qui est très vaste, qui est très large. Et on a décidé de partir de faits concrets, de faits réels, à travers deux thèmes. Le premier, le procès des mouches, et le deuxième, les gilets jaunes à l'heure actuelle. Parce qu'on s'est dit que pour faire comprendre ce qu'est le complotisme, plutôt que de partir dans des théories, ou dans des explications, ou dans des définitions, on allait bien essayer de donner des exemples concrets. Alors maintenant, je te cède la parole, parce que le puits de sens, c'est toi, c'est pas moi. D'accord. Merci beaucoup, merci pour votre accueil, pour... On m'entend là ou c'est bon? Non, là, on t'entend. Il faut vraiment parler proche. Il faut D'accord. Donc merci pour votre invitation, pour votre accueil. Merci d'être venus si nombreux d'ailleurs ce soir tout de même. Et alors pour entrer dans le vif du sujet, c'est vrai que depuis quelques jours se tient à Bruxelles le procès de Mehdi Lemouche, donc, qui est le principal suspect dans l'affaire de la tuerie du musée juif de Belgique en 2014. À l'époque, au moment où l'attentat se produit, les 4 morts, dont 2 touristes israéliens, à l'époque déjà, la complosphère, c'est comme ça qu'on appelle les personnalités, les sites, les blogs, les pages Facebook, les comptes YouTube, ce que vous voulez, qui se caractérise par une approche complotiste de l'actualité et de l'histoire, eh bien, avait immédiatement embrayé sur la théorie du complot en expliquant que ce à quoi nous avions assisté n'était pas un attentat, mais en réalité un règlement de compte entre services secrets, et qu'en réalité 2 des victimes, voire 3 des victimes de Mehdi Lemouche étaient eux-mêmes des agents des services secrets israéliens, du Mossad. Et puis Lemouche a par la suite été appréhendé, arrêté. On s'est aperçu que c'est un djihadiste convaincu, violemment antisémite par ailleurs, tortionnaire de son État. Il a torturé plusieurs prisonniers, il appartenait à Daesh, même Lemouche. Et il a pris pour avocat deux avocats qui ont été également ceux de Dieudonné en Belgique il y a quelques années, qui sont des avocats qui se sont illustrés par des propos assez ouvertement antisémites, qui se sont vus remettre, je crois d'ailleurs les deux, il me semble, une quenelle d'or de la part de Dieudonné lui-même, et qui depuis quelques jours ont choisi comme système de défense pour leurs clients eh bien, la théorie du complot, qui est une théorie du complot banalement antisémite, puisqu'elle explique qu'en réalité les victimes étaient d'une certaine manière les responsables de leur propre mort, puisque on nous dit que les époux Riva, qui étaient comptables, il me semble, de leur État, étaient en réalité des agents du Mossad. Et là, je crois qu'on touche une des vérités du conspirationnisme, c'est-à-dire que c'est un moment du crime. Un moment du crime terroriste, en l'occurrence. J'ai coécrit il y a 2 ans un film documentaire précisément sur l'articulation entre complotisme et terrorisme, qui s'appelle Complotisme, les alibis de la terreur, qui a été diffusé l'année dernière, il y a exactement 1 an, d'ailleurs le 23 janvier, sur France 3. Et ce que nous disions, je crois, l'idée que nous essayons de faire passer, c'est que le complotisme,
c'est un moment du crime terroriste à plusieurs titres. D'abord parce que le complotisme, la théorie du complot, elle vient fournir un discours de justification au bourreau. Elle permet au bourreau d'assassiner en toute bonne conscience. Puisque le bourreau est persuadé, on parle de Mohamed Merah, Mehdi Lemouche ou les frères Kouachi, il est persuadé d'agir en état de légitime défense. Il est persuadé qu'en réalité c'est lui l'agressé, qu'il n'est pas l'agresseur, qui ne fait que répondre à une violence première. C'est très clair dans les propos, soit de Merah ou des frères Kouachi ou d'autres. Les nazis étaient persuadés d'être les agressés. Les nazis justifiaient l'extermination des juifs par l'idée que c'était une guerre à mort, il ne pouvait y avoir qu'un seul vainqueur et que si ce n'était pas les juifs, ce seraient les Allemands, la race aryenne. Le propos d'Hitler tout à fait explicite sur ce sujet. Donc le bourreau est toujours persuadé d'agir en état de légitime défense et la théorie du complot lui fournit un discours de justification. Pourquoi? Parce que au cœur de l'idéologie djihadiste, vous avez cette théorie du complot, ce thème complotiste qui est le grand complot contre l'islam. Et le complot séculaire contre l'islam, qui dure depuis même le début de l'islam, depuis les premiers pas, les premiers mots de l'islam. Il y a l'idée que les juifs, depuis le début, ont cherché à étouffer dans l'œuf le message, la révélation, qu'ils ont trahi d'ailleurs, sont des traîtres dans une certaine tradition islamique, et que depuis, toute l'histoire, l'histoire de l'islam, est une histoire d'un complot des juifs et des croisés, mais essentiellement des juifs, contre les musulmans, contre la Shoah. C'est très net chez un auteur comme Saïd Qutb, qui est le grand idéologue au XXe siècle des frères musulmans, après Sami Banna. Et Saïd Qutb l'écrivait très, très clairement. C'est l'idée d'un complot cosmique, complot juif, contre l'islam. Donc déjà, le discours complotiste accompagne de toute façon la vision du monde djihadiste, vision obsidionale dans laquelle l'islam est assiégé en permanence. Ensuite, c'est un levier de mobilisation, un levier de recrutement, parce que c'est au nom d'un complot contre l'islam qu'on fait de nouveaux adeptes. Vous prenez les vidéos postées en ligne par son nom m'échappe, Omar Hobsen, l'un des agents de l'État islamique. Le thème du complot est présent explicitement. Il y a un complot, etc. Alors, il parle du nouvel ordre mondial, notamment, etc. Mais l'idée du complot juif, notamment, est absolument omniprésente. Mais je crois que le complotisme est aussi un moment du crime, un peu à la manière dont le négationnisme est un moment du crime génocidaire. Vous savez que les nazis effaçaient les traces. Il s'agissait de nier le crime lui-même. Et la négation du crime participe en fait du crime, c'est-à-dire qu'il vient le parachever, il vient le couronner. Et je crois que le complotisme est ce à quoi on assiste là, pour la première fois, je crois, avec le procès de Mouche. C'est un djihadiste qui a tué des juifs parce qu'ils étaient juifs, c'est bien ça qui s'est passé en 2014, et qui aujourd'hui laisse ses avocats nous dire en réalité, mon client n'a rien à voir avec cette histoire, c'est un pantin, c'est quelqu'un à qui on fait porter le chapeau, et en réalité c'est un vaste complot juif contre lui. C'est étonnant dans la mesure où en général les djihadistes revendiquent leurs actes et veulent justement qu'on les admire pour cela. Al-Qaïda, pour des années par exemple, a expliqué que oui, c'était bien eux qui avaient réalisé le 11 septembre et qu'il ne fallait pas croire la propagande iranienne, safavide dans la terminologie djihadiste d'Al-Qaïda, à ce sujet. Propagande iranienne qui est conspirationniste. Vous connaissez peut-être les propos de Mahmoud Ahmadinejad à l'époque sur le 11 septembre, expliquant que c'était un complot interne américain, etc. Là, avec cet angle, cet axe de défense adopté par les avocats de Mouche, il y a vraiment cette idée qu'on vient continuer en fait la guerre contre les juifs par d'autres moyens, y compris dans les prétoires. Et je crois que, à mon sens, c'est la première fois que cela arrive, et ce n'est pas du tout anecdotique en fait, c'est pas anodin, il se passe quelque chose. On continue en fait le geste criminel, djihadiste, par le conspirationnisme. Une bonne manière d'entrer en matière est de dire que le conspirationnisme, ce ne sont pas juste des petites histoires rigolotes.
on peut l'envisager comme ça, donc finalement c'est l'opium des imbéciles, c'est le scepticisme des imbéciles. Le conspirationnisme, ça n'a pas beaucoup de conséquences, pas beaucoup d'impact. Si, ça en a. Ça a partie avec le crime, je vais le dire. Ça a partie avec des mauvais choix. Le conspirationnisme sur les vaccins, par exemple, qui vous explique que lorsque vous vaccinez vos enfants, en réalité vous les empoisonnez, vous engraissez les laboratoires pharmaceutiques, et bien ça a des conséquences très directes en matière de couverture vaccinale, par exemple, et ça se traduit très concrètement par le fait que les enfants vont mourir de la rougeole, alors que c'est une maladie qu'on sait soigner, pour laquelle on a le vaccin. Je vais juste te couper 30 secondes, parce que je n'arrive pas avec ce micro, c'est pas grave. Voilà, merci. Justement, parce que tu parlais des différentes théories du conspirationnisme. On vous a demandé une étude, un sondage pour l'IFOP, je crois, en 2018, où tu as pu remarquer que suite à cette étude, 8 Français sur 10, enfin, c'est ce qui a été un peu déclaré partout, alors est-ce que ça a été monté un petit peu? Un petit peu, bon, alors on va dire combien? Non, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué ça, mais tu vas nous l'expliquer. En bref, les Français, et tu as fait, alors après tu me dis si ça a bien été retranscrit ou pas, une classification quand même des théories conspirationnistes les plus connues. Alors par exemple, on n'a jamais marché sur la Lune, le sida a été créé en laboratoire, le 11 septembre ne sont pas des attentats, on peut croire qu'ils donnaient, etc. Je voudrais que tu nous en parles un petit peu, parce que, ou alors, mais vraiment des trucs complètement hallucinants qui ne nous viendraient même pas à l'idée de remettre en cause, et qui pourtant, on va en cause. Oui, pour là aussi illustrer, effectivement, on a fait la première enquête, en tout cas la première enquête aussi vaste, aussi ambitieuse d'opinion sur le complotisme. On a publié en janvier 2018, on l'a réalisé avec l'IFOP en décembre 2017, et là nous avons fait réaliser une deuxième enquête, deuxième année consécutive, en décembre 2018, et on va en publier les résultats dans les 2 ou 3 semaines qui viennent, probablement la première quinzaine de février. Et l'idée, c'est à terme de pouvoir chaque année refaire cet exercice pour disposer de données sur plusieurs années et avoir une approche un peu longitudinale de ces choses-là, voir comment elles évoluent. Ces théories du complot, quelles sont-elles? Sont les plus connues en circulation. Alors, tu l'as dit, le sida, le 11 septembre, les attentats de janvier 2015, ce sont l'attentat de Strasbourg qu'on a testé là, il y a un mois. C'est l'idée que les traces blanches qu'on voit dans le ciel, qui sont des traces de condensation laissées par les avions, seraient en réalité ce que les complotistes appellent des chemtrails, c'est-à-dire des traces chimiques, d'épandages chimiques qui seraient dissimulés par nos gouvernements pour des raisons mystérieuses et tout à fait obscures. C'est l'idée qu'il serait possible que la Terre soit plate, non pas ronde, comme on dit. Idée qui recueille quand même 9%, de manière annuelle, 9% des participants au sondage, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Sur les 9%, on avait 2% qui étaient tout à fait d'accord avec cet énoncé. Et ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on va derrière ce chiffre de 9%, et qu'on s'aperçoit que chez les 18-24 ans, on est à 18%, 2 fois plus. Et que chez les plus 65 ans, sur cet item-là, on est à 3%. Il y a un rapport de 1 à 6 entre les plus 65 ans et les 18-24 sur cet item. Pourquoi? Et là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, dans l'objet même du titre de la conférence. Essentiellement parce que les plus jeunes, les moins de 35 ans, en fait, ont des usages pour s'informer qui sont très différents de leurs aînés. C'est-à-dire que, prioritairement, principalement, leur source principale et première d'information sur l'actualité, eh bien, c'est Internet. Et pas seulement Internet, mais les réseaux sociaux. Et leur principale source d'information, ce sont les plateformes de vidéos en ligne telles que YouTube, eh bien, ils sont encore plus exposés à ce type de contenu. Et parce qu'ils y sont plus exposés, eh bien, ils ont tendance à y adhérer davantage. Il y a d'autres explications, d'autres hypothèses explicatives, en tout cas, s'agissant de la porosité des jeunes au complotisme. On pourra y revenir éventuellement si vous avez des questions sur le sujet. Donc cette enquête d'opinion, qui va être complétée par une seconde
pour laquelle je ne peux pas encore vous divulguer tout à fait les chiffres, parce que ce serait d'effleurer une enquête que nous ne sommes pas seuls avec Conspiracy Watch à commanditer, puisque nous la faisons également avec la Fondation Jean Jaurès. Ce qu'il faut en retenir, c'est que, puisqu'on a posé des questions sur les gilets jaunes, les gens qui se sentent gilets jaunes, qui déclarent se sentir gilets jaunes, sont en moyenne surreprésentés chez les complotistes. Ou inversement, plutôt les complotistes, ceux qui adhèrent à un grand nombre de théories du complot, sont surreprésentés chez les personnes qui se déclarent gilets jaunes. Et inversement, ils sont très sous-représentés chez ceux qui se déclarent non gilets jaunes, qui disent je ne me sens pas appartenir à ce mouvement ou représenté par ce mouvement. Et c'est assez net, c'est-à-dire que on a posé une question sur l'attentat de Strasbourg, on a croisé avec ces autres résultats, et c'est très clair, et les niveaux sont au minimum préoccupants. Alors, tu disais 8 Français sur 10. Ce que disait l'enquête de dernière, c'est qu'on avait 79% des Français, des répondants, effectivement 8 sur 10, qui se dit d'accord, plutôt d'accord ou tout à fait d'accord, avec au moins une des 10 théories du complot qu'on leur a proposées. On a proposé une batterie centrale de 10 énoncés complotistes, et vous en avez effectivement 8 sur 10 qui sont d'accord avec au moins une. Mais en réalité, ce n'est pas très significatif, parce que lorsqu'on voit comment se structure l'opinion publique, on s'aperçoit qu'il y a au moins 3 blocs, et qu'il n'y a pas de comportement très différent entre ceux qui adhèrent à aucune théorie du complot et ceux qui adhèrent à une ou deux. Ils ont des comportements relativement homogènes, ce qui fait que si on les prend ensemble, ça fait 53%, c'est la moitié de l'échantillon, ce qui est relativement rassurant. Mais ensuite, pour l'autre moitié restante, on a en gros un quart qui sont en voie de basculement ou qu'on peut encore tirer par la manche, et puis un autre quart, focalisé sur ce dernier quart, 25%, qui eux adhèrent à 5 théories ou plus, sur les 10 qu'on leur propose. Et sur plusieurs items, on voit qu'il y a un effet palier à 5, c'est très clair. Et en fait, la deuxième enquête qu'on a faite nous confirme encore. C'est-à-dire qu'à partir de 5... Je vais te couper 30 secondes, je vais me faire l'avocat de la personne qui ne comprend rien du tout. Non mais c'est juste pour comprendre. Donc, il y a une classification qui est faite finalement dans les théories, où il y a différents thèmes. Mais est-ce qu'il y a qui sont différents les uns des autres? Quand tu dis, par exemple, on n'a jamais marché sur la Lune, c'est pas du tout le même thème qu'avec le sida. Le virus du sida a été créé en laboratoire. Mais est-ce qu'il y a un dénominateur commun dans la façon de penser quand on est complotiste? Enfin, quelle est la base, quoi? La base, j'aurais tendance à dire que le plus petit dénominateur commun, c'est l'idée qu'on nous ment. Jacques Dutronc avait tout compris quand il disait « on nous cache tout, on nous dit rien ». Ce « on nous cache tout, on nous dit rien », c'est la base. Et c'est la base de ce qu'on appelle la mentalité du complot, la mentalité complotiste, qui évidemment est à l'œuvre, quelle que soit la théorie du complot concernée. On pourrait tenter de penser qu'il y a des bonnes théories du complot et des mauvaises théories du complot, comme il y a un bon et un mauvais cholestérol, si vous voulez. Parce que vous avez des gens qui produisent des discours sur ces sujets-là et qui suggèrent cela. C'est-à-dire que finalement, les théories du complot touchant aux services secrets ou à des clubs, des groupes de sociabilité comme le Bilderberg, ou qui touchent à des grandes entreprises, ce ne serait pas très grave. Voire ce serait le début d'une prise de conscience politique, ce serait quelque chose qui nous conduit quand même sur le chemin de l'émancipation sociale, politique. Alors bien sûr, il y a des choses trappes, complotistes au milieu, il y a des pièges, il ne faut pas tomber dedans, mais ce n'est pas très grave tout cela, parce que finalement, on va dans la bonne direction. C'est ce que dit par exemple un auteur comme Frédéric Lordon, je ne peux pas trahir sa pensée en disant comme ça. Moi, je crois que c'est faux. Je crois que lorsqu'on adhère à une théorie du complot, quelle qu'elle soit, que soit sa nature, eh bien c'est déjà inquiétant. Pourquoi? Parce qu'on sait par ailleurs que plus on adhère à un nombre important de théories du complot, et plus on a tendance à accepter la prochaine. C'est-à-dire qu'il y a bien une mentalité complotiste qui est à l'œuvre, et qu'il n'y a pas de séparation, sauf une vision de l'esprit qui est tout à fait contestable, une séparation étanche entre les mauvaises théories du complot, qui seraient, vous avez compris, les théories du complot racistes, antisémites, etc., et puis les bonnes théories du complot qui s'en prendraient aux puissants, aux dominants, etc. Il y a quand même un but derrière. Alors, à qui profitent les théories du complot? Parce que à qui profite, c'est la grande question rhétorique du conspirationnisme, qui n'est pas une question illégitime en soi, c'est la vieille question de Cicéron, cui bono, à qui cela profite-t-il?
et qui le devient illégitime lorsqu'elle est absolutisée, c'est-à-dire lorsqu'elle devient l'alpha et l'oméga d'un raisonnement logique, et que, en gros, on considère qu'il suffit de déterminer, d'identifier à qui peut profiter une situation pour comprendre qui est derrière cette situation. Or, dans les faits, c'est bien plus complexe que ça en réalité. Évidemment que tout ce qui arrive n'est pas produit par ceux à qui cela profite. Il y a un article, je vous le dis rapidement, mais très connu par les spécialistes du sujet, qui date de 1894, c'est pour vous dire à quel point ces choses-là sont anciennes quand même, publié dans le New York Times à l'époque. Il disait, mais finalement, on peut voir la guerre de sécession comme un complot des philatélistes. Parce que les collectionneurs de timbres, en fait, la guerre de sécession a fait les affaires des collectionneurs de timbres. Oui, c'est de nouveaux États, donc des nouveaux timbres, on imagine qu'ils ont pu spéculer, ensuite ces États sont de nouveau fédérés, donc j'en sais rien. Et sans doute que ça a pu faire les affaires d'un certain nombre de philatélistes. Mais vous voyez bien l'absurde du raisonnement, c'est pas parce que vous avez des collectionneurs de timbres qui ont pu tirer un profit de la guerre de sécession qu'ils en sont à l'origine. Ce sont les tireurs de ficelles cachés dans les coulisses de l'histoire de cet événement-là. Donc voilà, donc il faut toujours se garder, se méfier de ce type de raisonnement que un auteur comme Pierre-André Taguieff parle de, dit à qui profite, c'est la baguette de sourcier du conspirationniste. Il se pose cette question-là, ça oriente tout son raisonnement, il écrit sa conclusion à l'avance évidemment, et il a identifié les méchants de l'histoire, parce qu'il y a toujours un méchant dans cette histoire. Mais poser la question de à qui profite le complotisme, elle n'a rien d'illégitime, dès lors qu'on raisonne avec méthode. Et évidemment qu'elle profite. La théorie du complot profite à ceux qui la mettent en circulation, à ceux qui produisent ce genre de choses, qui sont assez bien identifiées, qui relèvent d'une sphère, je parlais tout à l'heure de complosphère, qu'on connaît bien, qui a une influence absolument significative sur le débat public, qui d'ailleurs influence assez clairement le mouvement des Gilets jaunes, pour revenir à cela, et on le voit très nettement depuis 2 mois maintenant. Dès le début du mouvement, vous aviez la plupart des grandes figures du complotisme francophone aujourd'hui qui ont revêtu le gilet jaune. C'est vrai de Dieudonné, qui est allé manifester son soutien à des barrages de gilets jaunes, sur des points de péage notamment, mais pas seulement. C'est vrai d'Alain Soral. C'est vrai de tous les proches d'ailleurs d'Alain Soral. C'est vrai de quelqu'un comme Saïm Leibi, ça ne dira pas forcément grand-chose, mais voilà, vous connaissez, ou de Boris Lelay, qui est l'auteur, en tout cas l'administrateur présumé d'un site ouvertement nazi, quoi, qui s'appelle Démocratie participative, et qu'on a tenté de fermer. Voilà. Donc oui, il y a évidemment un agenda politique. Si vous voulez, il y a plein de raisons, ressorts de l'adhésion au conspirationnisme, qu'on pourrait détailler, qu'on pourrait expliquer, et qui rendent compte d'une demande sociale du conspirationnisme. Mais en face de cette demande sociale, il y a une offre politico-idéologique qu'il ne faut absolument pas négliger. Moi, une partie de mon travail, c'est de montrer que derrière les théories du complot, il y a des théoriciens du complot, qu'elles ne tombent pas du ciel, ces théories du complot. Elles sont produites, mises en circulation, encore une fois, par des auteurs, des entrepreneurs de politisation conspirationniste, qui sont à peu près toujours les mêmes d'ailleurs, et qui ont une influence considérable, y compris dans le débat public, dans le débat politique. Songeons simplement à l'arrivée sur l'agenda du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. C'est pas arrivé comme ça, d'un coup. Oui, par hasard. Le Frexit, pareil. Lors de l'élection présidentielle l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, vous aviez certaines fausses nouvelles complotistes qui ont été répétées, rabâchées dans le débat. Je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, mais l'idée, par exemple, que Laurent Fabius, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, aurait déclaré que Al-Nosra faisait du bon boulot en Syrie. Vous avez entendu ça. Al-Nosra, c'est Al-Qaïda en Syrie. Évidemment, c'est une citation tout à fait troublante. Lorsqu'on en remonte l'origine, on s'aperçoit que c'est un article du Monde qui date de décembre 2012 qui restitue ces propos-là, sauf que, repris dans leur contexte, on comprend très bien ce que veut dire Laurent Fabius. C'est que
les alliés arabes de la France au Moyen-Orient considèrent qu'Al-Nosra fait du bon boulot et que ça met la France en porte-à-faux parce qu'évidemment, on ne peut pas nous aider ou financer de quelque manière que ce soit un groupe qu'on considère comme terroriste, Al-Qaïda en Syrie. Et ces propos-là sont pris, sortis de leur contexte, dénaturés par qui? Le réseau Voltaire, de Thierry Messant. Et aujourd'hui clairement d'extrême droite, depuis plus d'une dizaine d'années d'ailleurs, une quinzaine d'années on peut le dire, et cette intox eh bien, essaime dans la classe politique, c'est-à-dire qu'elle est reprise par François Asselineau, par Marine Le Pen, par Jean-Luc Mélenchon, je crois par Nicolas Dupont-Aignan, et on la retrouve sur des plateaux de télé. Et face à cela, on a des journalistes qui ne savent pas immédiatement, qui ne sont pas préparés à cela, et qui, du coup, ne contredisent pas, n'apportent pas de contradiction à ce type de propos. Voilà, c'est un des exemples de théorie du complot qui remonte à la surface. Alors moi j'ai une question à te poser, bon j'en ai toujours. Hein. Pierre Vidal-Naquet, lui, à l'époque, refusait de débattre avec les négationnistes. Est-ce qu'on doit débattre avec les conspirationnistes? De quel avis tu es? Est-ce que c'est argument contre argument? Pas du tout. Et moi je crois que, oui, je suis exactement sur la position de Pierre Vidal-Naquet. Effectivement, il disait on ne débat pas avec des gens qui nous expliquent que la Lune est faite en fromage de Roquefort. C'est à peu près le niveau d'argumentation des négationnistes qui disent quand même que les chambres à gaz n'ont pas existé, qu'il n'y a pas eu de volonté exterminationniste des nazis à l'encontre des juifs. Robert Forisson, qui est mort il y a deux ou trois mois de cela, disait qu'aucun juif n'avait été tué, n'avait été exterminé par les nazis. Il disait même le chiffre des juifs exterminés par les nazis s'élève à 0. C'est une de ces phrases aussi, je ne peux pas le trahir, vous retrouverez ça assez facilement. Bon, est-ce qu'on peut y avoir un débat honnête, rationnel, avec des personnes qui vous soutiennent ce genre de choses? Pierre Vidal-Naquet, qui était d'ailleurs un opposant à la loi Guesso, considérait que non. Et je considère également que débattre avec des conspirationnistes, avec les tenants de ce genre de thèse, donc avec des gens qui n'ont pas de souci du vrai et des faits, et qui sont dans une démarche politico-idéologique, je crois que non seulement ce serait une caricature de débat, ce serait se moquer du tiers, qui est le public, en considérant que ce livre-là est un exercice intellectuel de deux personnes qui essaient ensemble de cheminer pour trouver une issue, pour évoquer la question du bien commun, etc. Or, il n'y a pas de monde commun. Il ne peut pas avoir de monde commun avec quelqu'un qui vous dit la Terre est plate. Il ne peut pas avoir de monde commun avec quelqu'un qui vous dit le 11 septembre n'a pas eu lieu. Pas comme on dit, ce qui revient sensiblement au même. Barack Obama, parenthèse, l'avait dit assez clairement dans son grand discours de réconciliation avec le monde arabe et musulman en 2009, le discours du Caire. Il disait le 11 septembre est un sujet sur lequel il ne peut pas y avoir de débat. Pourtant, l'Amérique, en vertu du premier amendement de sa constitution, c'est la terre d'élection du free speech, de la liberté d'expression. On peut dire ce qu'on veut, à peu près ce qu'on veut, y compris tenir des propos violemment racistes. On ne peut pas inquiéter pour ça. Mais très clairement, Barack Obama avait posé les limites à cet endroit-là. Lorsque le monde commun n'est plus là, lorsqu'on ne parle plus la même réalité, lorsqu'on ne partage plus la même réalité, eh bien le débat est un dialogue de sourds. On ne peut pas en fait cheminer ensemble et arriver à une solution à un problème qu'on se pose en commun. Et lorsque le débat démocratique est un dialogue de sourds, c'est inquiétant, parce que ça veut dire qu'on a au sein d'une même communauté politique deux partis, ou en tout cas une fraction qui ne partagent plus la même réalité. Et je crois que c'est précisément ce qu'on est en train de vivre. L'élection de Donald Trump aux États-Unis a conduit à cela, c'est-à-dire une polarisation de la société américaine assez inédite. Des gens qui ne peuvent quasiment plus parler, parce que lorsque vous êtes d'un côté un tenant de l'alt-right américaine, vous êtes persuadé que, comme l'assassin de la synagogue, la personne qui a commis ce massacre à la synagogue de Pittsburgh il y a quelques semaines, lorsque vous êtes persuadé que les juifs
veulent remplacer les Blancs par des immigrés extra-européens, hispaniques, africains et musulmans, vous ne partagez plus la même réalité avec le reste de la nation. C'est aussi l'un des enjeux du conspirationnisme. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu démocratique évident là-dedans. Il y en a un autre, qui est que lorsqu'on vous répète matin, midi et soir, en substance, que vos représentants démocratiquement élus sont en réalité des pantins à la solde des puissances obscures, sont des marionnettes et ce sont eux-mêmes des gens corrompus, etc., et vous en arrivez fatalement à remettre en cause la validité du système qui produit cela, donc du système de démocratie libérale tel qu'on la connaît depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à cela qu'on est en train d'assister, je crois. J'espère qu'on connaît l'ambiance, mais un politologue américain qui s'appelle Yashamouk parle de déconsolidation démocratique. Et on est en train des choses qu'on croyait, si vous voulez, acquises, eh bien, sont en train ne sont plus évidentes que ça. Et on va vers des sociétés où ces valeurs, l'état de droit, la liberté, etc., ne vont plus d'elles-mêmes. Alors, Rudy, même si puisqu'on parle du complotisme à l'heure des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, il y a eu un boom exponentiel dans le fait de véhiculer toutes ces idées complotistes, ça va très très vite. Les théories du complot, ça a toujours existé, c'est pas nouveau. Tu peux en donner des exemples d'ailleurs. Oui. Oui, le conspirationnisme est une vieille histoire. Alors, on a tendance à établir un point de césure avec la Révolution française. On dit au XVIIIe siècle, il s'est passé quelque chose, on est passé à un conspirationnisme plus moderne. C'est là qu'on met en accusation la franc-maçonnerie notamment, c'est là qu'apparaissent les théories du complot Illuminati, en fait, les Illuminati. Mais en réalité, ces choses-là sont beaucoup plus anciennes. Les accusations anti-juives au XIIe siècle, qui accusent les juifs, ou les lépreux d'ailleurs, d'empoisonner les puits. Donc on parle des juifs aux lépreux ou des juifs et les lépreux? Et les lépreux. On accusait les lépreux d'avoir un complot, un projet de domination mondiale. D'accord. Les lépreux. Les lépreux. Les lépreux et les léproseries d'ailleurs auraient été des hauts lieux de complot se tramer. Mais les juifs également sont accusés de la même manière. Peut-être comme les juifs et les lépreux. Non, c'est vraiment, oui, c'est assez distinct. Et donc on les accuse de répandre la peste, parce qu'ils sont moins touchés par la peste, vraisemblablement. Et donc on les attaque pour cela. On leur reproche aussi d'enlever des enfants chrétiens et de les assassiner pour prendre leur sang. Et ça, c'est ce qu'on appelle les accusations de crimes rituels, dont on a des exemples jusqu'au XXe siècle. Accusation de crimes rituels. Et puis le thème du complot mondial vraiment apparaît avec la modernité. Complot maçonnique et puis complot judéo-maçonnique. Et Voltaire, par exemple, évoquait, le mot conspiration n'existait pas encore, mais dès 1745, dans un texte sur la mort d'Henri IV, sur l'assassinat d'Henri IV, évoque déjà les penchants complotistes de ses contemporains pour traiter de ce sujet-là, qui est déjà un phénomène d'histoire, puisqu'il écrit en 1745, la mort de l'assassinat d'Henri IV, c'est 1610, donc il parle d'un fait qui est déjà assez loin dans le temps pour lui. Et puis, le mot théorie du complot, en français, d'abord, il faut que vous sachiez qu'il intervient dès le début du XXe siècle, et puis il intervient dans les années 30 dans la presse, en français, dépouillé d'ailleurs de tout adjectif. On ne parle plus de théorie du complot judéo-maçonnique ou théorie du complot policier, mais juste de théorie du complot. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'utilise avec le même sens qu'on le connaît aujourd'hui. Croyance extravagante, ou complot imaginaire. Le mot conspiracy theory en anglais, il est encore plus ancien, puisqu'on a une occurrence dès 1870, et là aussi, il est utilisé avec le sens qu'on le connaît aujourd'hui. Donc tout ça n'est pas de création récente, ce n'est pas quelque chose, parce que vous trouverez sur Internet, si vous vous intéressez au sujet, des sites conspirationnistes qui vous expliqueront que le terme de théorie du complot, conspirationnisme, a été inventé quasiment au moment de la
commission Warren, c'est-à-dire dans le sillage de l'assassinat de Kennedy, donc dans les années 60, et qu'avant cela, ce n'était pas un sujet. Non, c'est pas vrai, c'était déjà un sujet. Il y avait même déjà des travaux sur le complot judéo-maçonnique 40 ans avant. Donc tout ça n'est pas nouveau. C'est vrai qu'en revanche, ces choses-là se sont multipliées et l'analyse même du phénomène s'est développée largement dans les années 2000. Le mot conspirationnisme est entré dans le dictionnaire en 2011, le mot complotisme en 2016. Vous voyez, on parle de quelque chose qui est quand même un objet récent, un objet d'intérêt médiatique, et même un objet d'étude, en tout cas pour l'université française, relativement récent. Et encore une fois, c'est parce que ces choses-là sont récentes que la chose l'est. La chose est beaucoup plus ancienne. Alors pourquoi on en parle beaucoup depuis une vingtaine d'années? En fait, singulièrement depuis le 11 septembre 2001. Là aussi, on a tendance, après-midi encore, on disait, mais est-ce que pour vous, c'est la mère de toutes les théories du complot, la théorie du complot sur le 11 septembre? Oui et non, si vous voulez, parce qu'encore une fois, il y en a d'autres, bien avant celle-là, et en même temps, force est de constater que les théories du complot sur le 11 septembre 2001 se sont développées en même temps qu'Internet, et en même temps qu'Internet a investi nos vies, nos pratiques quotidiennes. Le premier grand blockbuster du web, par exemple, la vidéo a avoir été vue le plus grand nombre de fois, millions et des millions de fois, hein, sur Internet en 2006, c'était Loose Change, c'est-à-dire un documentaire conspirationniste sur le 11 septembre. Il y a eu 4 ou 5 éditions différentes de ce documentaire, réalisé par des jeunes Américains chez eux. C'est assez symptomatique en fait. Pourquoi Internet, en tout cas pourquoi le 11 septembre D'abord parce que c'est un événement qui est proprement sidérant. C'est digne d'un film de fiction. On n'avait jamais vu ça, il n'y a pas de précédent. Puis c'est particulièrement spectaculaire, c'est un événement qui se produit quasiment en direct sous nos yeux. Ensuite, parce que donc c'est un événement éminemment traumatique, et que face à cette sidération, il y a une recherche des causes, d'explications, et l'explication prosaïque, celle qui est communément acceptée, eh bien, ne nous satisfait pas. Et pourquoi elle ne nous satisfait pas? Je crois que c'est parce que c'est en raison d'un biais de représentativité. Qu'est-ce qu'un biais de représentativité? C'est le fait de considérer que les effets doivent... Vous pouvez parler plus fort, on ne vous entend pas très bien. Le micro, voilà, excusez-moi. C'est le micro, il faut le tenir comme ça. Excusez-moi. Bien collé. Voilà, merci, on entend mieux. Ce biais de représentativité, il consiste à considérer que les résultats d'une action doivent être en rapport avec la cause de cette action. Et évidemment, de penser qu'un attentat qui fait plus de 3000 morts, qui se produit dans 4 lieux différents, enfin qui est une chose énorme, ait pu être produite, pour caricaturer, par 19 pirates de l'air avec des cutters, eh bien ça choque nos représentations, la manière dont on se prend que on se dit non, c'est pas possible. Il y a forcément quelque chose d'autre derrière, de plus gros, de plus puissant, de plus important, parce que 19 personnes avec un cutter n'ont pas pu mettre à terre la première puissance mondiale, l'Amérique invincible telle qu'on se la représente, et notamment du fait de représentations qui sont complètement tributaires du cinéma américain, par exemple. Enfin voilà, où vous savez bien que dès qu'il se passe un truc dans un film américain, vous avez la chasse qui décolle, vous avez les policiers qui sont là en 5 minutes, enfin, c'est que dans la vie réelle, ça ne se passe pas comme ça. Et la théorie du complot vient expliquer cet écart entre nos représentations et ce qui se passe. Donc c'est évidemment très satisfaisant. Et en plus, ces théories du complot, ces arguments complotistes qui viennent à l'appui, au secours de cette idée qu'on nous ment, eh bien, ils se développent concomitamment avec le développement d'Internet. Que permet Internet? D'abord, la mise en réseau de croyants conspirationnistes et la constitution de groupes de croyants qui, auparavant, sans Internet, vous n'auriez pas rencontré des gens qui pensaient comme vous, qui quelque chose de louche dans ces attentats du 11 septembre, et qui, avec Internet, vous galvanisent. Vous savez, j'ai trouvé des gens qui pensaient comme moi et qui vont en plus vous encourager dans votre croyance. Et c'est vrai de tous les phénomènes de croyance. Mais en plus de cela, Internet est un média cumulatif. Ce que vous écrivez aujourd'hui
qu'on trouverait dans 10 ans. Il permet la constitution de ce que un sociologue, Gerald Bronner, appelle des millefeuilles argumentatifs. Qu'est-ce que c'est qu'un millefeuille argumentatif? C'est la juxtaposition d'arguments très différents, empruntés à des champs très variés de la connaissance, et qui, présentés ensemble, tous ces arguments, produisent un effet d'intimidation intellectuelle très très fort. C'est-à-dire que vous, face à ce millefeuille argumentatif, vous ne pouvez pas ne pas vous dire tout ne peut pas être faux. Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous savez, cette fameuse l'adage, il n'y a pas de fumée sans feu. Effectivement, lorsqu'on vous dit, mais regardez le 11 septembre, on n'a pas d'image de l'avion qui rentre dans le Patagone, c'est pas complètement vrai, mais admettons. Et puis en plus, les tours tombent de telle manière, à telle vitesse, c'est pas normal. Donc c'est la preuve d'une démolition contrôlée. Et puis d'ailleurs, la veille, à la bourse, il y a eu des spéculations sur les valeurs des compagnies aériennes qui sont impliquées dans l'attentat. Donc il y a un délit d'initié. Il y a des gens qui savaient à l'avance. Et puis de toute façon, les Américains avaient besoin d'un alibi pour attaquer l'Irak, l'Afghanistan, donc ils avaient besoin de ça, d'un nouveau Pearl Harbor, etc., etc. Je vous ai donné 3-4 arguments. Sur le 11 septembre, vous avez littéralement des dizaines d'arguments de ce type. Lorsque vous êtes exposé à ces dizaines d'arguments, effectivement, c'est naturel, vous êtes ébranlé. Vous dites, mais allez, c'est fou, tout. On nous ment, on nous cache quelque chose. Pris séparément, ces arguments ne valent rien. On l'a fait, on a essayé de faire ce travail pendant très longtemps. Lorsque vous prenez ces arguments séparément, en fait, soit ils sont mal construits, soit ils ne prouvent rien, soit ils sont bâtis sur des prémices fausses. Et en tout cas, en général, ils ne prouvent rien. Mais présentés ensemble, ils ont ce pouvoir d'intimidation qui fait qu'on bascule dans le doute, et du doute vers la croyance positive dans l'idée qu'on nous vend, dans la théorie. Donc ce sont des contenus particulièrement toxiques, bien à avoir à l'esprit, qui en plus reposent sur cet effet de dévoilement, qui est là aussi très satisfaisant pour l'esprit parce qu'il produit un plaisir cognitif. C'est-à-dire que la théorie du complot vous explique des choses très complexes avec une clé d'explication, et avec cette clé, vous pouvez ouvrir toutes les portes. Avec cette clé, vous pouvez ouvrir, vous pouvez comprendre la Révolution française, les 2 guerres mondiales et le 11 septembre, et les attentats les plus récents. Non mais, juste, évidemment, ça vous dispense de travailler, ça vous dispense de toute culture historique, etc. Et effectivement, écouter Alain Soral vous dire que tout ça c'est la faute des Juifs, c'est plus facile, et c'est une clé d'explication plus, comment dire, qui séduit par paresse intellectuelle en fait. Oui. Par paresse. Et puis enfin, elle séduit parce que l'effet de dévoilement, il vous donne l'impression de comprendre ce que les autres n'ont pas compris en plus. D'abord, il produit ce plaisir que vous avez, que vous ressentez lorsque vous arrivez à la fin d'un film d'espionnage ou d'un polar, et que tout d'un coup, tout se met en place, des choses qui n'étaient pas liées entre elles, le son tout à coup, et vous donne une vision tout à fait différente des choses. Là, vous avez le sentiment d'avoir compris quelque chose. Et comme tout plaisir, intellectuel ou pas, vous avez envie de le reproduire. Donc, ça explique ça, l'attrait pour la théorie du complot. Mais en plus, la théorie du complot, chez celui qui s'en fait le défenseur, eh bien, elle vous met en position héroïque. Vous êtes d'un coup quelqu'un qui a compris le dessous des cartes, qui a compris comment les choses se passaient, et qui est quelque part une sorte de contre-initié, qui pense par lui-même, qui voit plus loin, qui est clairvoyant, là où les autres sont dans le brouillard, et qui se distingue du coup du reste des hommes, des moutons. L'idée que vous êtes tous des moutons, ça revient très souvent ça, dans la phraséologie conspirationniste. Il ne faut pas négliger cet aspect-là, ce que les psychosociologues appellent le besoin d'unicité, le besoin de se sentir unique, de se distinguer des autres. C'est un narcissisme tout à fait classique, hein, mais ça doit jouer également. Alors, Rudy, quand on parle de théorie du complot, on parle de fake news, d'accord aussi? Les fake news, on peut tous tomber dedans. C'est-à-dire que des fois, c'est pas évident de savoir repérer ce qu'est une fake news. Alors, est-ce qu'il y a des réflexes à avoir? Je sais pas, un petit trait d'humour, quoi. Les fake news expliquées au nul, j'en sais rien. Mais avoir des repères pour comprendre que là, on peut, parce qu'on peut nous-mêmes se faire avoir. Oui. Parce que toutes les fake news ou les théories du complot ne sont pas aussi basiques que ça n'a pas marché sur la Lune, etc. Parfois, c'est un peu plus fin. Alors, très pratico-pratique. D'abord, lorsque on est exposé à une nouvelle qui semble
incroyable ou séduisante, justement, qui va dans le sens de nos préjugés, de ce en quoi on a envie de croire, eh bien c'est là qu'il faut commencer à se méfier. C'est pas un éloge de la méfiance, parce que évidemment, je ne crois pas qu'il faille aiguiser cette paranoïa en nous, mais je crois que c'est de la vigilance élémentaire, c'est-à-dire que y a un réflexe que n'ont pas beaucoup de gens aujourd'hui, qui est lorsqu'ils voient circuler quelque chose, un contenu sur un réseau social, bien ne prend pas le temps d'abord de lire le contenu, de lire l'article, et s'arrête très souvent au titre. Donc lire l'article, voir de quoi il est daté, là aussi on peut sans le vouloir faire circuler un contenu qui est daté, et qui peut prendre du coup une signification tout à fait nouvelle. Oui, quand vous relayez, absolument, parce que le contexte n'est plus le même. Voilà. Et Internet, encore une fois, c'est cumulatif. Donc vous pouvez, en un clic, en 2 secondes, faire circuler des choses, un article d'il y a 10 ans, par exemple, ce que vous ne pouvez pas faire par définition avec la presse papier. La presse papier, elle se lit, elle se consomme, elle se détruit en quelques jours. Donc ça change, ça redistribue considérablement les cartes. Non, comment ne pas tomber, c'est s'intéresser à la source. Quelle est la source, évidemment? Est-ce qu'on est face à un site répertorié, sérieux, qui a des mentions légales? Est-ce que l'article est signé, ne serait-ce que cela? Quelqu'un qui n'écrit pas sous pseudo? Est-ce que c'est un site d'information ou autre chose? C'est une association? L'origine, la source. Absolument, la source. Et puis est-ce que cette source est réputée fiable ou pas, ou douteuse, etc. Bon, c'est vrai que il n'aurait pas ces réflexes-là en quelques minutes. C'est un travail. S'informer, ça prend du temps. S'informer, ça prend du temps, ça se fait sur la longue durée. Et évidemment, il faut être absolument vigilant parce que c'est le terrain, Internet, de prédilection de tous les faussaires, de tous les charlatans possibles. Donc encore une fois, il ne faut pas être dans une forme de suspicionnite généralisée, mais au moins avoir quelques réflexes critiques élémentaires. Alors Rudy, avant de passer après la parole au public, parce que j'imagine que définitivement ça marche ou pas? Vous avez quand même pas mal de questions à poser à Rudy. J'ai l'impression malheureusement qu'on pourrait décliner le thème du complotisme dans des tonnes de sous-thèmes, faire des relations. Par exemple, si je te dis antisémitisme et antisionisme, aussi on peut y trouver quelque chose, j'imagine. Et je te laisse vous expliquer tout ça. Évidemment, puisque en fait la partie la plus dynamique, la plus active, la plus influente aussi de la complosphère, dont je parlais tout à l'heure, c'est évidemment la galaxie qui gravite autour de personnages comme Alain Soral, Dieudonné, Thierry Messant également. Une continuité entre les trois qui est parfaitement évidente, avec d'ailleurs derrière des intérêts étatiques qui sont très nets lorsqu'on s'y intéresse, c'est-à-dire le régime iranien, le régime syrien, la Russie dans une certaine mesure. On s'aperçoit qu'effectivement leur idéologie, ce qu'ils véhiculent, est marqué au coin d'un antisionisme radical, tout à fait presque virulent, extrême. Et cet antisionisme, il y a tout un débat en France depuis plusieurs années pour savoir si l'antisémitisme est équivalent à l'antisionisme. Est-ce que l'antisionisme, c'est l'antisémitisme? Bon. On est ici à CRIF, Marseille-Provence. Donc a priori, vous avez en tête l'idée que l'antisionisme a partie liée très fortement avec l'antisémitisme, voire qu'il est parfaitement synonyme. En fait, dans l'histoire du mouvement sioniste, et du sionisme politique, je parle de celui de Theodor Herzl, il y a évidemment l'émergence du sionisme politique, il a suscité des oppositions, et des oppositions de l'intérieur même du monde juif. Du monde religieux d'abord, orthodoxe, qui voyait plutôt d'un mauvais œil la restauration d'un État souverain en Terre Sainte, en Palestine à l'époque, pour des raisons théologiques. Et donc on avait une fraction importante de l'orthodoxie qui était opposée au sionisme. Et puis vous aviez des oppositions plus politiques,
d'inspiration socialiste, d'abord, c'est notamment tout ce qui gravitait autour du Bund, c'est-à-dire l'idée que l'émancipation des Juifs se fera par la construction d'une société sans classe, dans laquelle, de toute façon, il n'y aura plus d'antisémitisme, donc le projet sioniste sera caduque, parce que la justification du projet sioniste, c'est justement la réaction à l'antisémitisme. C'est comment résoudre les questions juives, c'est les questions que se pose Herzl. Il répond d'abord, je crois, dans ses cahiers personnels, en disant il faut prendre tous les juifs de l'Empire d'Autriche-Hongrie, il était son roi, et il faut les convertir au catholicisme en une heure, et comme ça on règle la question juive en Europe, et voilà, on se dissout. Sauf que, évidemment, c'est une solution qui a déjà été tentée en Espagne et au Portugal, avec pendant des siècles des Maranes et des Conversos ont cherché qui avait du sang juif dans son arbre généalogique, etc. Ça a moyennement marché. L'idée de l'assimilation a moyennement marché, puisque Herzl devient sioniste, se convertit au sionisme via l'affaire Dreyfus. Il assiste à la dégradation du capitaine Dreyfus dans la cour de l'école militaire, et c'est là que, en tout cas, on explique en général comme ça, son sionisme est postérieur à cette scène-là. Il se dit, voilà, Dreyfus est un juif français israélite, plus intégré que Dreyfus, polytechnicien, fidèle, loyal à son pays, etc. On crie mort aux juifs à l'adresse de Dreyfus et que cette affaire suscite une telle violence anti-juive dans le pays des droits de l'homme, dans le pays de la République, la France, c'est que la question juive se résoudra jamais autrement et là vers le sionisme. Mais donc, on sait que l'Alliance israélite universelle n'était pas farouchement sioniste. L'Alliance israélite, elle était pour un israélitisme français, c'est-à-dire qu'encore une fois, vous voyez le sionisme comme quelque chose qui pourrait accueillir les juifs déshérités d'Europe de l'Est, etc. Mais ce n'était pas une solution très sérieuse pour les juifs européens d'Europe de l'Ouest en particulier, qui étaient finalement très bien intégrés, qui étaient là depuis longtemps. Donc, le sionisme a suscité une opposition, plus ou moins d'ailleurs, virulente, parfois une hostilité, mais une opposition relative. Ce n'est pas tout à fait l'antisionisme, à mon sens. L'antisionisme, c'est vraiment l'idée qu'il ne doit pas y avoir d'État juif en Palestine, d'État juif souverain. Oui, c'est un non-sens, quoi. Alors, il y a encore des juifs religieux ultra-orthodoxes qui sont violemment antisionistes. Je pense à la secte des Toraï Karta, qui sont 2000 dans le monde, et ils sont les alliés objectifs et subjectifs, parce qu'ils ne peuvent pas ignorer ce qu'on dit en leur nom, des négationnistes. On trouve aux côtés d'Ahmadinejad en 2006 lors de la conférence sur l'Holocauste. Donc il y a là des convergences politiques évidentes. Mais il y a à côté de ces oppositions au sionisme, qui en fait s'effacent complètement avec la création de l'État d'Israël en 1948, elles disparaissent quasiment, il y a un antisionisme antisémite. Et cet antisionisme antisémite, dont à mon sens on ne parle jamais, c'est un antisionisme de facture paranoïaque et conspirationniste. C'est-à-dire qu'en fait, on accuse le sionisme non pas de vouloir faire un État souverain pour les Juifs en Palestine, ou d'être un mouvement nationaliste comme il y en a à l'époque dans toute l'Europe et dans le monde entier, mais en fait de vouloir créer une base pour leur projet de domination universelle. Et cela, c'est très clair dans les préfaces, les commentaires des éditions des protocoles des Sages de Sion, par exemple, qui se diffusent largement après la Première Guerre mondiale. Ils reviennent, les protocoles, dans les bagages des Russes blancs qui arrivent en Europe de l'Ouest. Ils sont traduits très rapidement dans un tas de langues. C'est un livre qui est encore édité aujourd'hui, largement, et qui a été diffusé dans des proportions absolument considérables, planétaires, et qui imprègnent durablement d'ailleurs les représentations. Les commentaires des protocoles, les préfaces de ces textes-là, nous disent en fait le sionisme, c'est la pointe avancée du complot juif mondial. Et c'est une propagande qui va d'ailleurs être reprise à son compte par l'Union soviétique, et notamment après 1967, c'est-à-dire après la guerre des 6 jours, puisque cette guerre, là aussi, est considérante. La petite armée d'Israël qui met en déroute plusieurs puissances arabes, largement supérieures en nombre, etc., en 6 jours,
et qui double ou triple sa superficie. Enfin, c'est évidemment un phénomène qui cache, dans une optique, une approche complotiste, quelque chose de plus grand. Donc il y a forcément derrière un complot mondial. Et cet antisionisme paranoïaque, eh bien, il imprègne les consciences, au point que la charte constitutive de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, a une définition du sionisme dans sa charte, non pas comme le mouvement national du peuple juif ou comme l'idéologie éventuellement du peuple d'Israël, mais comme une sorte d'instance maléfique, impérialiste, fasciste, raciste, c'est écrit comme ça, et qui a un projet expansionniste et même de domination universelle. C'est encore plus vrai dans la charte constitutive du Hamas, le mouvement de la résistance islamique, qui en 88 cite même in extenso des extraits des protocoles des sages de Sion. Je pense que tout le monde est familier ici des protocoles des sages de Sion. Je ne pense pas avoir besoin de revenir sur ce qu'est ce document. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, le problème se pose dans ces termes. Est-ce que être antisioniste, c'est être antisémite? Être antisioniste au sens fort du terme, c'est-à-dire considérer que l'État d'Israël n'est pas légitime, ne doit pas exister, que c'est une erreur historique et qu'il devrait le balayer, c'est quand même très singulier comme parti pris. Parce qu'il n'existe pas d'idéologie équivalente pour aucun autre État ou aucun autre pays dans le monde. Il ne s'est jamais posé la question de rayer l'Allemagne de la carte après la Seconde Guerre mondiale. Malgré le génocide, malgré la guerre, etc., les dizaines de millions de morts de la Deuxième Guerre mondiale, malgré ce crime-là, ces crimes-là, cette question-là n'a jamais été posée, et on comprend très bien pourquoi. Elle l'est posée dans la question de l'État d'Israël, et évidemment, il est tentant d'y lire une réminiscence d'un antisémitisme inavouable. Voilà. Alors merci beaucoup Rudy, merci pour cette exposé. Alors s'il y a des